Les podcasts de Mélodie d'Azur. Mélodie. La radio vintage. La radio vintage. Tristan Gasparro. Ce matin sur Mélodie d'Azur, rencontre avec un artiste complet et engagé. De Cannes à la République démocratique du Congo, Maurice Barthélémy nous parle d'écologie, de cinéma, de transmission et des Robins des Bois. Membre du jury EcoProd, il nous emmène dans les coulisses du prix qui récompense les films les plus éco-responsables du festival. Au micro de Tristan Gasparro, il revient aussi sur ses débuts, ses projets, ses coups de gueule et l'émotion de voir sa fille monter les marches. Un podcast à retrouver dès maintenant sur Mélodie d'Azur. Bonjour Maurice Barthélémy, on est très heureux de vous avoir sur Mélodie d'Azur. Vous êtes en ce moment même à Cannes pour les prix EcoProd. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? En fait, la particularité du jury EcoProd, c'est que nous, on étudie les films, non pas en les voyant, mais en les étudiant. C'est-à-dire, on travaille sur leur dossier de production. Donc, je ne peux pas du tout dire ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai pas vu, le film, mais en revanche, je peux témoigner de la manière dont il a été fabriqué. Et donc, on a remis, par exemple, le film, le Grand Prix au film des Frères Dardenne, tout simplement parce que il remplissait toutes les conditions de fabrication de façon éco-responsable, aussi bien au niveau de la régie, au niveau de la cantine, au niveau des déplacements, au niveau de l'éclairage, au niveau à tous les niveaux. Et donc, ça nous a permis à un moment de se dire, ok, effectivement, c'est ce film-là qui a fait le plus d'efforts, où l'empreinte carbone est la plus faible par rapport au temps de tournage, par rapport au nombre de décors. Et donc, ça paraissait évident que c'était ce film-là qu'il fallait choisir. Par ailleurs, on a eu aussi la volonté d'ouvrir à des films qui ont des plus petits budgets, qui ont moins d'exposition que les films des Frères Dardenne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un film canadien, il y a un petit film français. Donc, l'idée, c'est un peu le contraire des films cannois qu'on voit en salle. Là, on les étudie à la loupe. Concrètement, ça se passe comment ? Parce que vous me donnez plein de détails, mais vraiment pour se dire, ce film il est éco-responsable. C'est quoi ? Vous me parlez de la cantine, on le voit comment ? On le voit par exemple, la cantine fait un choix de ne pas de faire attention à ce qu'il y ait un maximum de végétariens, moins de viande, même si on ne retire pas la viande, parce qu'il faut quand même nourrir des techniciens qui soulèvent des tonnes chaque jour. Mais voilà, il y a un effort qui est fait à ce niveau-là. Mais il y a des efforts dans toutes les cases de la production et ça peut être un détail, c'est tout d'un coup la gestion des déchets, ça peut être faire attention à la cantine, à ce qu'il n'y ait pas de gobelets mais qu'il n'y ait que des gourdes que les acteurs et les techniciens vont garder avec eux pendant tout le tournage, ça peut être uniquement des déplacements en train et non pas en avion. Ça se place à tous les niveaux, tant qu'on peut réduire l'empreinte carbone. Voilà, ça rentre dans le cahier des charges. Donc voilà, après, ce qui nous aide, nous, jury, à déterminer un peu quels sont les films qui sont éligibles, c'est qu'il y a aussi des labels EcoProd qui sont décernés, où tout d'un coup, ils ont rempli toutes les cases et ce label a été décerné. Et ce qui nous permet aussi de sélectionner les dossiers aussi. Il y a généralement, de plus en plus, un responsable qui va être là pour alerter à chaque fois tous les chefs de poste sur attention, là, on peut faire ci, ça, on pourrait le faire comme ça. Il ne s'agit pas de influencer la qualité du travail, puisqu'il faut faire le même travail, mais de le faire différemment. C'est une cause, l'écologie, qui vous tient à cœur ? Oui, plutôt. Moi, je suis impliqué avec une association de défense des chimpanzés en République démocratique du Congo, dans la fondation Jane Goodale. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle, mais j'ai besoin de m'impliquer de façon concrète. C'est-à-dire que les chimpanzés, pour moi, ils me parlent. C'est des animaux qui me parlent. Donc, je suis allé les rencontrer là-bas. Et j'ai besoin ça ne peut pas être trop général comme thème. Il faut qu'il y ait toujours un point qui moi, m'attache personnellement. Voilà. Et là, pour le coup, EcoProd, c'est quand même le cinéma. Comment fabriquer le cinéma de façon plus économe et plus éco-responsable. Ça me correspond totalement. C'est quelque chose qui est récent, on va dire, de vraiment parler d'écologie dans le cinéma. Ou du coup, ça fait un moment qu'on commence vraiment à sensibiliser là-dessus ? En France, c'est assez récent. EcoProd, par exemple, est un label qui existe depuis 4 ans. Depuis plus longtemps, mais le prix EcoProd existe depuis 4 ans. Donc c'est quand même assez récent. Mais il y a des pays comme la Belgique qui sont très en avance, comme la Suisse et les pays nordiques aussi. Et donc, je pense que là-dessus, la France doit rattraper son retard, mais grâce à des incitations.
des incitations d'ordre crédit d'impôt, des primes, des aides. Il faut absolument favoriser financièrement cet effort d'éco-production. On va y arriver. C'est pas anodin de le décerner à Cannes durant le festival. Ouais. Non, c'est pas anodin parce que Cannes, c'est la plateforme la plus visible. Tout le monde est là, il y a toutes les équipes étrangères. Donc, non, il faut le faire à Cannes pour la visibilité. Après, moi, j'aurais préféré que ça se fasse à Paris. J'aurais pas dépensé d'empreinte carbone pour y aller. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre carrière, de vos débuts Allez. avec Robin des Bois? Ouais. Moi, je l'ai découvert, en fait, je connaissais de nom, Ok. mais ça m'a fait plaisir de découvrir quelque chose comme ça. Vous avez commencé avec cette aventure, avec Ouais. une bande de copains. Ouais. Est-ce que vous pouvez me le raconter? Bah ouais, c'est une bande de copains qui on s'est rencontrés en cours de théâtre. On était chez Florent à l'époque et Isabelle Nanty était notre prof et elle nous a vraiment donné le goût de sortir du cadre, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui nous a dit les gars, ne faites pas ce qu'on attend de vous et vraiment faites ce que vous avez envie de faire. Et nous, on s'est dit putain, c'est génial, on a une prof qui a 5-6 ans de plus que nous et qui nous donne toute liberté, même si elle était très sévère. Et ça nous a permis de nous rencontrer sur un univers commun qui est celui de l'absurde, de l'humour un peu crétin. Et ça a été une belle aventure de copains qui a duré 8 ans. On a fait 2 ans de théâtre, 4 ans de télé, 2 ans de cinéma. Et encore aujourd'hui, on est très amis. On échange plus sur un fil WhatsApp, mais on est encore très potes. Je me suis éclaté ce matin en regardant des sketchs. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, peut-être comme les Inconnus ou les Nuls, d'être devenus cultes aujourd'hui? Alors, c'est pas à moi de le dire parce que généralement, c'est les autres qui décrètent si telle ou telle chose devient culte. Donc moi, je dirais, j'en sais rien. En revanche, je constate quand même qu'il y a 2-3 trucs qu'on a pu faire avec les Robins ou avec Reux ou avec d'autres trucs qu'on a pu faire qui restent. Les gens nous sortent des punchlines. Donc je me dis, ouais, potentiellement, ça a tenu la route. Donc tant mieux. Quand tout d'un coup, dans une salle, voilà, le noir se fait dans la salle et il y a quelqu'un qui crie « ça va être tout noir », je me dis « ah, ok, il y a quelque chose qui reste ». Donc ça m'amuse, ça me fait plaisir. C'est quoi le sketch qui vous a le plus marqué avec cette troupe? J'ai très de mauvais souvenirs. Moi, je suis quelqu'un qui oublie. Je suis un peu comme Sébastien Chabal. J'ai un oubli de professionnel et sportif. Mais non, l'époque que j'ai vécue avec les Robins était d'une liberté absolue qu'on ne pourrait pas vivre aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas la pression des vénères. Et donc, non, je dirais que c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs années d'amusement. Là, par exemple, on est à Cannes. On a beaucoup fait les cons à Cannes. Beaucoup fait les cons à Cannes. Au point où Canal+ nous avait exilés. On n'avait pas le droit de loger au Martinez parce qu'on faisait trop les cons. On nous avait exilés au Pierre et Vacances qui est au-dessus. Et on n'avait pas le droit d'aller dans les beaux endroits. Je voulais poser une question à quelqu'un que vous connaissez assez bien, mais malheureusement, il ne fait pas d'interview. Je suis assez déçu. Alors, comment vous la qualifieriez, la relation avec Alain Chabat? C'est un mentor? Ouais, c'est un mentor, c'est un frangin, c'est un grand frère. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on a admiré, nous, quand on était plus jeunes avec les Nuls, avec qui moi j'ai pu travailler au travers des Robins, sur Eux, ou dans un de mes films, Casablanca Driver, dans 2 de mes films, puisque j'ai fait aussi Papa avec lui. J'ai participé au Burger Quiz, j'ai participé à Astérix, le dernier Astérix aussi avec quelques petites voix, plus le Morning Live. Bref, c'est quelqu'un avec qui je partage régulièrement des conneries et avec qui j'ai vraiment beaucoup de sympathie, d'amitié, mais on n'est pas non plus extrêmement proches. Mais voilà, j'ai un énorme respect parce que, par exemple, là, quand j'ai vu Astérix sur Netflix, je me suis dit, putain, là, quel boulot, quoi, 4 ans de travail et un sens du détail absolu et aussi un sens de la narration, tout en restant vraiment comme la BD. Il y a les enjeux de BD, donc ça touche les enfants, ça touche les adultes, tout le monde se marre. Chapeau, quoi. Vous avez commencé sur les planches, Oui. vous avez fait de la télé, Mhm. et après vous êtes passé derrière la caméra. Ouais, j'ai fait de la pub aussi, j'ai fait beaucoup de pub aussi. Et derrière la caméra, ouais, tout à fait. Et est-ce que c'est difficile de passer du devant de la scène à derrière, en fait? Non, c'est plus facile.
C'est plus facile dans la mesure où moi, je ne recherchais pas la notoriété, je ne recherchais pas les feux de la gloire, ça ne m'intéressait pas. Donc passer derrière la caméra, moi, je préférais 100 fois plus de pouvoir... c'est beaucoup plus relaxant, c'est beaucoup moins stressant. Et puis on met en valeur les gens. Et puis le travail derrière la caméra, généralement, en tout cas pour moi, dure assez longtemps. Parce que quand on a fait un film et qu'il reste et que les gens vous en parlent 20 ans plus tard, moi je trouve ça cool. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est acteur ou actrice. Donc, voilà. Vous avez fait beaucoup de films, dont le dernier qui est sorti en début d'année, l'adaptation d'un livre. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, j'ai adoré, c'était Tout le bleu du ciel, adapté de Melissa d'Acosta. C'était un exercice que je ne connaissais pas du tout, travailler pour une plateforme, travailler pour une chaîne. Et j'y suis allé en me disant, oh là là, ça va être compliqué. Et ben ça a été compliqué, mais c'était hyper gratifiant parce que j'ai pu faire ce que je voulais. Et j'ai essayé de faire un film de cinéma pour le petit écran. Et je crois que j'y suis parvenu. Après, je sais qu'il y a eu des critiques parce que les gens se plaignaient qu'un bouquin de 800 pages puisse être réduit à 1h30. C'est le principe de l'adaptation. Mais moi, j'ai adoré la contrainte et j'ai adoré travailler pour d'autres supports. Donc, ouais, je suis prêt à recommencer. Ouais. Vous m'avez parlé du coup qu'il y a eu des critiques par rapport à l'adaptation du livre. Ouais. Comment on fait pour adapter un livre? Est-ce qu'en fait on prend la liberté et on se dit il y a un petit peu une part de fiction ou vraiment on fait au pied de la lettre? Non, je crois qu'il faut vraiment s'affranchir du bouquin de départ et essayer de retranscrire l'âme du bouquin. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ou alors c'est une adaptation en série, et on le fait en 15 épisodes de 50 minutes et on peut tout raconter. Mais là, pour le coup, j'avais 1h50 de film et j'étais obligé d'enlever beaucoup de choses. Et c'est la scénariste qui a fait ce choix-là avec la productrice. Donc moi, j'ai adapté le scénario que je n'avais pas écrit. C'est forcément frustrant pour le grand public ou pour certains aficionados du bouquin qui sont à donf. Moi, en fait... je me suis affranchi du livre, j'ai dit j'adapte le scénario, pas le livre, et voilà comment je dois me concentrer. Après, j'étais content que Melissa d'Acosta valide le film quand elle l'a vu, et elle retrouvait son bouquin. Donc c'est ça qui compte pour moi, c'est que l'autrice du livre ait pu retrouver son livre, et ceux qui s'énervent sur les réseaux sociaux, je les laisse s'énerver. Quels sont vos projets aujourd'hui? J'ai un festival de cinéma que je vais monter à l'Île-sur-la-Sorgue, qui est près d'Avignon, du 9 au 11 octobre prochain, autour du cinéma feel good, c'est-à-dire tous les films qui font du bien. L'idée, c'est de promouvoir les films qui filent la patate, et quels que soient les films de cinéma, de plateforme, de télé, du doc, voilà, et tout ça dans une ambiance très festive, et c'est pour ça que le festival va s'appeler Le Festif, avec 2 F. Et l'idée, c'est vraiment... de réunir des gens, d'être dans la décontraction, une ambiance 14 juillet, flonflon, hop, lampion, et on y va, on s'amuse. Et on va parler un petit peu du Festival de Cannes. Ouais. On a eu des retours encore récemment, Brigitte Bardot qui critiquait le Festival de Cannes. Il y a plein d'avis différents, c'est vrai que c'est assez mondain en fait si on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je ne suis pas fanatique parce que ça ne me correspond pas. Je suis plutôt quelqu'un d'assez qui aime bien l'isolement, qui aime bien le calme, et c'est le contraire ici. Je pense que c'est très utile parce que c'est un salon mondial de présentation de tout ce qui se fait au cinéma à travers le monde, donc c'est très utile. En revanche, j'aurais bien aimé que ce cinéma reste quand même, ce festival reste un peu spontané, comme il l'a été pendant très longtemps à sa création, mais même moi, je l'ai connu dans les années 2000, il y avait encore plein de trucs spontanés qui se créaient, qui aujourd'hui existent quasiment pas. Je trouve ça un peu dommage. J'ai conscience qu'on vit dans un monde où il y a plus de sécurité, il y a plus d'instabilité, qu'on est obligé de tout surcontrôler. Mais là, c'est vrai que c'est chaud, hein, parce que même pour aller aux chiottes, on a l'impression qu'il faut un pass, quoi. Donc, c'est un peu trop à mon goût, mais c'est utile. Vous, votre cause, c'est l'écologie. Ouais. On a critiqué les Césars pour leur côté très politique. Ouais. Est-ce que pour vous, les acteurs de la culture doivent le faire ou au contraire, on doit rester ce côté divertissant? Moi, je trouve que c'est important de rester dans le divertissement. En revanche, moi, je constate que par rapport à la montée des extrémismes à travers le monde et de tous les excès
il n'y a pas grand monde qui se mobilise. Donc finalement, je me suis rendu compte que si les artistes ne se mobilisaient pas et ne tiraient pas la sonnette d'alarme, qui le ferait? Parce qu'il n'y a pas de manif, il y a très peu d'opposition, donc j'ai l'impression que tout le monde laisse faire. Donc moi, je suis plutôt partisan de dire non, les artistes doivent garder leur place et doivent divertir, mais quand je vois le peu de mobilisation qu'il y a face à tous les excès, je me dis que finalement, il vaut mieux que certaines personnes montent au créneau, et pourquoi pas les artistes. Peut-être un peu plus personnel, ça vous a fait quoi de voir votre fille monter les marches l'année dernière? Ma fille, ça m'a ému parce que voilà, je suis fier d'elle. Et en même temps, elle a un peu été victime d'une petite polémique sur une robe où tout d'un coup, elle portait une robe échancrée dans le dos. Et tout d'un coup, ça a vénère des réseaux sociaux. Bon, elle était beaucoup plus aguerrie que moi dans cette affaire. Elle a beaucoup mieux géré que moi. Moi, j'étais le papa qui s'énervait. Et elle a dit, bah non, on vit dans ce monde-là. C'est pas grave, de toute façon c'est qu'un dos, c'est pas, voilà. Et en fait je me rends compte qu'elle est tout à fait apte à affronter ce milieu, alors que moi je m'en fais beaucoup plus pour elle. En parlant de votre fille, quel regard elle a sur votre carrière, peut-être avec Robin des Bois, parce que c'est pas non plus sa génération? Non. Alors c'est assez marrant parce qu'elle a grandi aux États-Unis, ma fille, et elle connaissait pas du tout ce que faisaient les Robins, et elle avait peu de rêves. Et quand elle est rentrée en France il y a 3-4 ans, elle a rencontré des amis de sa génération qui, eux, avaient des rêves par rapport à Reux ou au Robin ou d'autres trucs. Et elle s'est rendue compte que son papa avait participé à ce mouvement-là et ça l'a surprise. Et en même temps, ça lui a fait plaisir. Et aujourd'hui, elle me dit, mais putain, c'est marrant, il y a plein de gens qui me citent ton nom, etc. Et elle est surprise que son papa ait pu faire ça. Je trouve ça chouette. Et en même temps, c'est pas facile quand tu es une fille d'une maman actrice et d'un papa acteur-réalisateur de se démarquer. Et elle arrive très bien à le faire. Merci beaucoup Maurice Avec Barthélémy. grand plaisir.